dans le calme feutré d'une nuit parisienne, un secret s'apprête à se révéler, doucement, sans un bruit. Une énigme tissée d'ombre, où chaque détail compte, où chaque souffle peut cacher un mystère. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Prêtes? Entrons dans l'histoire. Je me souviens distinctement du matin où je reçus la lettre d'Hercule Poirot. L'enveloppe, d'un papier ivoire épais, portait cette écriture soignée que je reconnaîtrais entre mille, régulière, légèrement inclinée, presque affectée. Ce n'était pas tant la missive en elle-même qui m'intrigua, mais son ton inhabituellement pressant. Mon cher Hastings, je vous en conjure, laissez tomber tout ce que vous avez en cours et rejoignez-moi à Paris immédiatement. Une affaire d'une subtilité remarquable vient de m'être confiée, et votre présence m'est précieuse, sinon nécessaire. H.P. Aucune autre précision. Pas de nom de victime, pas de date de crime, pas même un amicalement vôtre. Cette absence de détails me troubla plus que de longs discours n'auraient su le faire. Je connaissais mon ami. Lorsqu'il choisissait le silence, c'est que la complexité de l'affaire touchait à quelque dimension plus profonde qu'un simple meurtre de salon. J'emballai donc mes effets avec empressement, réservai une cabine pour le train de nuit et quittai Londres avant que le jour ne soit tout à fait levé. Je n'avais pas encore la moindre idée de ce qui m'attendait sur l'autre rive de la Manche. C'est dans un hôtel discret du 8e arrondissement que je retrouvai Poirot. Il était assis dans un fauteuil capitonné près de la fenêtre, vêtu d'un costume gris, perle et chaussé de ses éternels souliers vernis. Son regard perçant, bien qu'adouci par l'âge, n'avait rien perdu de sa vigilance. « Ah, mon ami, vous êtes ponctuel comme un métronome britannique, » dit-il en se levant pour m'accueillir avec une chaleur toute mesurée. « J'étais sûr que vous viendriez. » Je m'assis en face de lui, et avant même que je ne puisse formuler la moindre question, il leva un doigt impérieux. « Pas encore. Patience, Hastings. Il faut d'abord que je vous parle d'un fauteuil. D'un fauteuil, oui, mais pas n'importe lequel. » Il laissa planer un silence théâtral. « Vous allez m'accompagner dans un lieu où l'on ne meurt pas debout, mais avec élégance, assis, et comme endormi. Cela ne vous intrigue-t-il pas? » Je ne répondis pas. À vrai dire, j'étais déjà captif. Il n'était pas encore midi, et pourtant l'enquête avait commencé, silencieuse, mais irrésistible. Nous quittâmes l'hôtel peu après, montâmes dans un fiacre moderne, car Poirot refusait obstinément les taxis qu'il jugeait trop brusques, et filâmes vers les hauteurs plus tranquilles du 16e arrondissement. L'affaire, mon cher Hastings, m'a été signalée par un certain Langford, anciennement inspecteur, à Scotland Yard, aujourd'hui retiré en France. Un homme pondéré, mais perspicace. Il m'a écrit une note des plus concises. Une dame est morte sans raison visible. L'ordre des choses m'échappe. Cela m'a suffi. Et cette dame, demandai-je. Madame Églantine de Marneville, veuve d'un industriel, sans enfant biologique mais entourée de prétendants à son héritage. Elle vivait dans une vaste demeure avenue Mozart, avec une sœur malade, un fils adoptif et une nièce ambitieuse. Le mobilier habituel? Peut-être, mais ce n'est pas ce qui m'a poussé à venir. C'est la scène de la mort. Elle a été retrouvée au matin, assise dans un fauteuil de velours prune, les mains posées sur les accoudoirs, le regard paisible, pas de traces de lutte, pas de souffrance visible. Le médecin a conclu à une crise cardiaque. Et vous n'y croyez pas? Poirot se pencha vers moi, ses yeux luisants d'un éclat presque moqueur. « Hastings, il y a des morts qui respirent trop fort le silence pour être naturel. »
Nous arrivâmes devant la maison des Marneville, une bâtisse austère, à l'architecture bourgeoise, marquée par les ans. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, presque étouffante. Le majordome, un homme au visage cireux, nous conduisit au salon sans un mot. Et là, je le vis, le fauteuil. Massif, recouvert d'un velours prune, sombre, il trônait au centre du salon, comme un monarque sur son trône. On aurait dit qu'il absorbait la lumière, qu'il réclamait l'attention même dans le silence. « Elle était là », dit Poirot doucement, « exactement là. » Il effleura les accoudoirs du bout des doigts, puis approcha son nez du tissu. Il ferma les yeux un instant, humant quelque chose que je ne percevais pas. Il y avait une odeur, dit-il presque pour lui-même. Un parfum discret, mais tenace. Nous y reviendrons. Je m'approchai, mal à l'aise sans savoir pourquoi. Ce n'était pas un simple meuble, c'était, en quelque sorte, un témoin. Un confident muet d'un secret que personne n'avait encore compris. Poirot, lui, semblait l'interroger du regard. Je ne saurais l'expliquer, mais en traversant les couloirs de cette maison, une impression persistante s'insinua en moi, celle d'un lieu où les souvenirs pesaient plus lourds que les murs. Tout y paraissait intact, rangé avec soin, et pourtant l'on sentait que quelque chose avait été déplacé ou dissimulé. Peut-être les émotions elles-mêmes. Le silence n'était pas naturel. Il avait quelque chose d'imposé, comme si les habitants s'étaient résignés à ne plus déranger les fantômes. Poirot marchait devant moi, les mains croisées dans le dos, ses moustaches frémissantes de concentration. « Hastings », dit-il tout à coup, sans se retourner. Il faut toujours se méfier des lieux où l'on respire trop doucement. Je ne répondis pas, mais je notai, pour la première fois, un froid que le printemps parisien ne justifiait pas. Le matin se levait à peine lorsque la voix tremblante de la gouvernante déchira le silence pesant de la maison. Elle était entrée dans le salon, comme à son habitude, pour vérifier que tout était en ordre. Mais ce jour-là, son regard avait croisé une vision qui glaça l'air autour d'elle. Madame de Marneville, figée dans son fauteuil de velours, immobile, presque paisible. Un cri étouffé s'échappa d'entre ses lèvres, suffoqué par l'horreur soudaine. Je me souviens d'avoir pensé, en cet instant, à quel point la mort pouvait revêtir des apparences trompeuses. Cette quiétude apparente n'était qu'un masque. La gouvernante, pétrifiée, n'osa d'abord alerter personne, comme si la scène elle-même imposait le silence. Lorsqu'enfin on me fit appeler, je sentis l'angoisse sourdre dans chaque recoin de la vaste demeure. Poirot, toujours calme, prit la mesure du drame d'un simple regard. Il ne laissa rien transparaître, mais son regard vif se durcit légèrement. Cette mort semblait d'une évidence tranquille, et pourtant, tout chez elle criait l'exception. Le fauteuil, la posture, le silence même, tout cela allait bientôt se révéler bien plus complexe que le simple destin d'un cœur fatigué. Le médecin du village arriva rapidement, un homme sec, aux gestes mécaniques, habitué aux drames ruraux. Après un examen sommaire, il conclut sans hésitation à une crise cardiaque naturelle. « Rien à signaler », dit-il d'un ton presque désinvolte, comme s'il s'agissait d'une routine. Poirot, cependant, ne partageait pas cet avis. J'observais en silence ses petits gestes, ses froncements de sourcils discrets. Il ne dit mot, mais son regard, fixé sur le fauteuil, traduisait une profonde réserve. « Une mort trop parfaite », murmura-t-il finalement à mon oreille. « Pas un signe de lutte, aucun élément perturbateur. Tout est si calme que cela en devient suspect. J'avoue avoir été d'accord avec lui. La nature a rarement l'élégance d'une scène posée avec un tel soin.
Si une crise cardiaque était la cause, alors pourquoi cette absence totale d'agitation? Pourquoi cette posture si étudiée? Le silence du salon pesait désormais plus lourd que jamais. Le mystère ne faisait que commencer, et il nous faudrait gratter au-delà des apparences. C'est Poirot qui, s'agenouillant près du fauteuil, remarqua cette fleur fanée, posée à côté de la défunte. Une violette flétrie, dont les pétales bruns s'étaient détachés, comme figés dans le temps. « Pourquoi cette fleur ?» demanda-t-il, la voix basse et mesurée. Personne n'avait pu expliquer sa présence. Ce n'était pas une fleur offerte ce matin, ni même placée dans un vase. Elle semblait avoir été déposée là, comme un symbole discret, oublié par tous. Cette fleur, dans sa décrépitude, représentait à mes yeux une métaphore silencieuse de la maison elle-même, belle au premier regard, mais rongée par le temps et les secrets. Poirot, toujours attentif aux détails, caressa doucement le velours du fauteuil d'une main tremblante, comme s'il cherchait à réveiller un souvenir enfoui. Ce simple objet, cette fleur fanée, serait pour nous un fil ténu reliant les événements passés aux récentes tragédies, une empreinte silencieuse que le temps ne pourrait effacer. Lorsque les témoignages commencèrent à affluer, une contradiction majeure apparut. 2 membres de la maisonnée assurèrent avoir vu le fauteuil dans des positions différentes lors de leur dernière visite dans le salon. Le majordome, d'un calme presque trop assuré, affirma que le fauteuil se trouvait face à la fenêtre, baigné de lumière matinale. La gouvernante, au contraire, jura que la défunte était assise face à la cheminée, dans une obscurité relative. Poirot écouta ces récits, avec une attention minutieuse, notant chaque inflexion, chaque hésitation. Il posa alors une question simple, mais lourde de sens. Le fauteuil aurait-il été déplacé après la mort? Cette interrogation fit frissonner l'assemblée. L'idée même qu'on ait pu manipuler la scène du crime pour tromper l'œil semblait insupportable. Je vis dans les yeux de Poirot ce mélange familier de fascination et de détermination. Le doute s'installa définitivement dans son esprit, comme une pièce mal ajustée dans un puzzle complexe. À ce moment précis, il devint évident que la mort de Madame de Marneville n'était pas le fruit du hasard ou de la maladie, mais qu'un artifice soigneusement orchestré était à l'œuvre. Je remarquai alors que Poirot, d'ordinaire si réservé, commençait à poser des questions en retrait, à sonder les regards sans relâche. Il n'adhérait pas à la version officielle, loin s'en fallait. Son esprit méthodique s'emballait à peine sous l'effet de ces incohérences. Je l'entendis murmurer à voix basse, presque pour lui-même. Rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Je compris que l'enquête serait un chemin tortueux, semé d'ombres et de non-dits. Le mystère s'épaississait à mesure que les silences se faisaient plus lourds. Le fauteuil, le parfum, la fleur fanée, tous ces détails formaient désormais un tableau que seul Poirot saurait déchiffrer. Je me préparais, silencieux, à accompagner mon ami dans ce labyrinthe d'énigmes où chaque vérité en cachait une autre. La maison, déjà lourde de silence, s'anima soudain d'une tension contenue à l'arrivée des héritiers. 3 silhouettes franchirent le seuil, chacune marquée par une attitude et une nervosité propres. Il y avait quelque chose d'étrangement calculé dans leurs gestes, une retenue presque théâtrale. J'observai Camille, la nièce, avancer d'un pas mesuré. Ses yeux froids balayèrent la pièce sans s'attarder. Étienne, le fils adoptif, se tenait en retrait, évitant les regards, comme s'il cherchait à disparaître derrière une ombre invisible. Enfin, Mireille, la sœur aînée, paraissait affaiblie, mais ses regards acérés trahissaient une vive méfiance. L'atmosphère s'alourdit. Chacun semblait porter en soi un secret, un poids,
que seul l'héritage pouvait justifier. Le salon, naguère lieu de rires et d'échanges, était devenu le théâtre silencieux d'une guerre intérieure. Je me surpris à détailler davantage Camille. Belle, d'une élégance froide et sans faille, elle paraissait sculptée dans un marbre glacé. Son visage ne laissait rien deviner, ni peur, ni émotion. Rien qu'une maîtrise parfaite, presque inquiétante. Poirot, assis près de moi, la regardait avec une attention particulière. Il y a dans son regard, Hastings, une absence d'humanité qu'on rencontre parfois chez ceux qui ont appris très tôt à cacher leur vérité, me murmura-t-il. Elle parlait peu, répondant aux questions d'une voix posée, presque mécanique. Pourtant, chaque mot semblait calculé pour détourner l'attention, pour maintenir ce contrôle sans faille qu'elle s'était imposé. Je sentis qu'elle avait des raisons profondes d'agir ainsi. Peut-être l'ambition, peut-être la peur. Sa froideur contrastait avec les autres, et cette distance créait autour d'elle un voile d'inquiétude palpable. Était-elle simplement blessée, ou jouait-elle un rôle? C'était une énigme qui, je le sentais, allait hanter nos échanges. Étienne, quant à lui, était l'ombre mouvante de la pièce. Fils adopté, il semblait vouloir effacer sa présence autant que possible. Il évitait mes regards, bafouillait ses réponses, et ses mains tremblaient légèrement. Il n'y avait pas en lui la froideur distante de Camille, mais plutôt une nervosité exacerbée, comme si chaque mot prononcé était un effort. Je le vis jeter furtivement des coups d'œil à Mireille, cherchant sans doute une protection silencieuse. Poirot se pencha vers moi, chuchotant. Ce garçon porte le poids d'un passé qu'il refuse de nommer. Il n'est pas seulement inquiet pour l'héritage, Hastings. Il lutte contre une identité qu'il voudrait fuir. Cette douleur sourde, bien cachée derrière sa timidité, le rendait fragile. Mais, paradoxalement, elle pouvait aussi faire de lui un suspect à part entière. Celui qui craint, celui qui se sait vulnérable, mais capable de tout pour protéger ce qu'il possède. Mireille semblait, au premier abord, la plus faible de tous. Sa silhouette fragile, sa peau pâle, trahissaient une santé déclinante. Pourtant, ses yeux lançaient des éclairs de défi et de mépris. Elle ne cachait pas son ressentiment envers ceux qui entouraient la maison. Elle parlait avec un ton acéré, ponctuant ses phrases de sarcasme à peine voilées. Il était clair qu'elle gardait rancune, non seulement envers Camille, mais aussi envers Étienne, dont elle remettait constamment en question la légitimité. Poirot ne perdit pas une miette de ses propos, notant chaque nuance, chaque colère contenue. Mireille portait un passé lourd, et sa douleur semblait se mêler à une rancune profonde. Elle était cette sœur qui avait vu la fortune familiale lui glisser entre les doigts, et qui soupçonnait tous les autres de comploter contre elle. Au fil des échanges, Poirot nota que chacun des héritiers redoutait un changement de testament, mais préférait feindre l'indifférence. Le silence pesait lourd, chargé d'attentes et de rancune. Le pacte tacite était clair. Personne ne voulait dévoiler ses véritables sentiments, ni ses véritables intentions. Les regards évitaient ceux des autres. Les paroles se faisaient mesurer, comme si l'héritage était un spectre omniprésent, menaçant de déchirer ce fragile équilibre. Je sentis que sous cette façade d'apparente sérénité, des forces sourdes s'agitaient, prêtes à éclater. En observant Camille de plus près, un doute me vint. Sa maîtrise trop soignée, ses réponses toujours précises, ses gestes calibrés, tout cela me parut presque artificiel. Était-elle une actrice jouant un rôle dans cette tragédie? Je sus, à ce moment précis, que Camille serait l'un des personnages clés de cette énigme,
peut-être un faux coupable parfait. L'art de dissimuler ce que l'on est vraiment. Telle était sa force, et peut-être aussi sa faiblesse. Veux-tu que je poursuive avec le chapitre 4? Voici le chapitre 4 de notre histoire. La victime dans le fauteuil de velours, écrit dans le style d'Agatha Christie, à la première personne par le capitaine Hastings, selon les sous-parties fournies. Alors que le silence continuait de peser dans le salon désert, Poirot frissonna imperceptiblement et s'arrêta soudain. Son nez, d'habitude si fin et avisé, sembla capter une nuance que moi, humble observateur, ne percevais pas tout de suite. « Hastings, fit-il doucement, sentez-vous cela ?» Je pris une profonde inspiration. L'air portait une légère odeur de violette, délicate, presque imperceptible, mais mêlée à quelque chose d'âcre, presque médicinal. Ce mélange étrange flottait comme un spectre dans la pièce figée. « C'est curieux, dis-je, cette odeur qui semble suspendue dans le temps. » Poirot hocha la tête avec gravité. Un parfum n'est jamais innocent. Il raconte souvent une histoire que les mots refusent d'énoncer. Je compris que cette fragrance serait pour nous un fil ténu, invisible aux yeux, mais pourtant présent, un indice dans ce mystère silencieux. En nous approchant du fameux fauteuil de velours, Poirot plongea ses mains dans le tissu usé, fermant les yeux, comme pour mieux capter une vibration secrète. Le fauteuil, Hastings, comme tout objet imprégné de souvenirs, conserve des traces invisibles. La moindre fragrance, la moindre trace olfactive peuvent révéler bien des secrets. Il humait longuement, puis fronça les sourcils. Cette odeur de violette, mêlée à ce camphre, provient de ce fauteuil. On l'a imprégné. Quelqu'un a laissé là une signature invisible, une marque que peu savent déchiffrer. Je regardais autour de nous, songeant à quel point un simple parfum pouvait s'avérer plus parlant qu'une confession. Fascinant, dis-je, un poison olfactif, presque. Poirot sourit, mais ses yeux ne quittaient pas le fauteuil. Il y avait là une énigme plus subtile qu'un simple meurtre. Plus tard, dans la salle de bain du majordome, je remarquai une bouteille de lotion capillaire posée sur le rebord du lavabo. L'étiquette indiquait un parfum discret de violette, exactement comme celui que Poirot avait perçu. Ce qui m'intrigua davantage fut que la bouteille était presque vide, comme si on en avait utilisé une grande quantité récemment. Je montrai l'objet à Poirot. Voilà peut-être la source de ce mystère olfactif, mon cher Hastings, ou du moins un des indices qui nous mènera à la vérité. Poirot semblait déjà élaborer un plan. Ce détail apparemment banal prenait soudain un poids considérable. Le parfum est un leurre, un appel masqué. Il nous faut découvrir qui, parmi les habitants, manie ce flacon avec une assiduité inhabituelle. Je songeais alors au majordome, dont le visage restait impassible, mais dont les mains, elles, trahissaient peut-être plus que ses mots. Au fil de nos investigations, l'odeur revenait, discrète, dans des endroits inattendus, dans le bureau, le couloir, même à l'étage. Comme un fil invisible tissé autour de la maison, cette senteur devenait une signature presque obsédante. Poirot souriait de ce jeu subtil. Un parfum ne se dérobe pas facilement, Hastings. Il reste, il marque, il relie les lieux et les événements. Je comprenais que ce détail, apparemment anodin, constituait une clé dans ce puzzle. Enfin, dans un murmure presque solennel, Poirot avoua. « Cette odeur, mon ami, n'est pas un hasard. Elle est intentionnelle, une signature olfactive laissée pour guider ou égarer. » Je sentis le poids de ces mots. Ici, plus qu'ailleurs, la méthode était aussi importante que la vérité. Qui voudrait signer ainsi un crime
demandai-je. Quelqu'un d'obsédé par le contrôle, Hastings. Quelqu'un qui souhaite que l'on reconnaisse son œuvre, tout en gardant l'ombre du doute. Le mystère s'épaississait, délicat et toxique, comme cette fragrance insaisissable. En pénétrant à nouveau dans le salon, mon regard fut attiré par un détail qui m'avait jusque-là échappé. Sur l'accoudoir du fauteuil de velours reposait un roman ancien, posé à l'envers, comme si quelqu'un l'avait abandonné précipitamment. Le cuir usé de la couverture et les pages jaunies témoignaient d'une lecture assidue, presque obsessionnelle. Je pris le livre en main, sentant le poids des mots qui, silencieusement, paraissaient vouloir livrer un secret. Cette découverte, aussi anodine qu'elle paraissait, éveilla aussitôt ma curiosité. Pourquoi ce roman? Et pourquoi poser ainsi? Était-ce un indice, un appel muet de la défunte vers celui qui saurait lire entre les lignes? Je le posai devant Poirot, qui observa l'objet avec une intensité nouvelle. Ce livre, me dis-je, allait être la clé d'une énigme qui commençait à prendre forme. En feuilletant le roman distraitement, mon regard s'arrêta sur une page marquée d'un trait d'encre violet, presque tremblant. Le passage décrivait avec une précision glaçante la lente agonie d'un personnage empoisonné par contact cutané, un venin invisible qui rongeait les forces vitales sans éveiller la suspicion. Je lus à haute voix quelques lignes, mes mots pesant dans le silence du salon. La victime, chaque soir, effleurait machinalement l'accoudoir du fauteuil où le poison avait été appliqué, sans se douter que ce simple geste scellerait son destin. Poirot se pencha vers le livre, son visage se durcit. Ce texte, bien plus qu'une fiction, semblait refléter notre propre mystère. Je sentis une onde de frissons me parcourir. Était-ce un hasard cruel ou une sinistre mise en garde? Poirot prit le livre, son regard se plissant, tandis qu'il parcourait l'extrait surligné, avec une concentration presque douloureuse. Il fronça les sourcils, signe indéniable que son esprit s'emballait. « Hastings, murmura-t-il, la précision de ce passage est troublante. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais une piste, une confession voilée peut-être. » Il marqua une pause, puis ajouta « Celui ou celle qui a laissé ce livre-là posément savait ce qu'il faisait. C'est une invitation, un défi. La lecture devient alors une arme, et la fiction un miroir. » Je le regardais, conscient que nous venions de franchir un seuil. L'affaire, jusque-là éparse, prenait une cohérence nouvelle, teintée d'une menace invisible. Poirot réfléchit à voix haute, liant les points du récit avec ceux du roman. Le mode opératoire décrit correspond parfaitement à la scène du crime. La victime touchait ce fauteuil chaque soir, sans jamais soupçonner que ce geste banal était fatal. Il secoua légèrement la tête. L'auteur de ce crime a utilisé la fiction comme modèle, ou peut-être comme alibi. Cela montre une certaine obsession pour le contrôle et un goût du théâtre macabre. Je songeais que, derrière ce mystère, se cachait non seulement un meurtre, mais une volonté de laisser une trace, un message crypté, à la manière d'un maître du jeu. Je surpris Poirot dans un rare moment de silence. Son changement d'attitude était palpable. Ses gestes se firent plus précis, son regard plus acéré. Je sus, sans qu'il ait besoin de parler, que nous venions d'effleurer une vérité capitale. Le voile se levait peu à peu, et l'ombre d'un coupable se dessinait dans l'obscurité. Je m'apprêtais à le suivre encore plus loin, conscient que l'enquête gagnait en intensité et en gravité. Quelques jours après notre arrivée à Paris, Poirot m'entraîna chez Maître Delorme, un notaire réputé du quartier. La maison, modeste et d'apparence ordinaire, contrastait avec la gravité de notre visite. Le notaire, un homme aux gestes mesurés et à la voix calme, nous expliqua qu'il avait été contacté en urgence par Madame de Marneville,
seulement 2 jours avant sa mort. Celle-ci avait demandé à revoir la répartition de ses biens, et même à rédiger un Nouveau Testament. Madame était inquiète, précisa-t-il. Elle craignait que certains proches ne respectent pas ses dernières volontés. Poirot acquiesça, son regard brillant derrière ses lunettes rondes. Un document capital, Hastings, mais comme souvent, la vérité réside dans les détails. Je sentis que l'affaire prenait une tournure délicate et que le notaire détenait une pièce essentielle du puzzle. Maître Delorme poursuivit, détaillant les clauses du testament. La défunte avait décidé de bouleverser l'ordre des héritiers, favorisant Étienne, son fils adoptif, au détriment de Camille, sa nièce si ambitieuse. C'était un changement radical, expliqua le notaire. Étienne devait recevoir la majeure partie de l'héritage, ainsi que la maison familiale. Cette révélation fit froncer les sourcils de Poirot. Comprenez-vous, Hastings, combien cela pouvait envenimer les relations? Le simple fait que ce document ait existé suffirait à engendrer des rancunes profondes. Le notaire ajouta que Madame de Marneville semblait déterminée à assurer ce changement, malgré les pressions extérieures. Pour ma part, je percevais dans cette répartition une source potentielle de tensions explosives, autant de motifs possibles au drame qui s'était produit. Cependant, un détail capital modifia aussitôt la donne. Le notaire avoua que ce testament, bien que rédigé et dicté, n'avait jamais été signé par Madame de Marneville. Sans signature, il n'avait aucune valeur juridique. Elle était malade, expliqua-t-il. Certains jours, elle oubliait même l'heure qu'il était. La confusion s'était emparée d'elle. Poirot fronça les sourcils, prenant note de cette absence. Ce document, Hastings, n'est qu'un spectre. Il pouvait changer tout, mais finalement ne changea rien. Je sentis que cette absence de signature ouvrait la porte à bien des intrigues et à de nombreux non-dits. Lors de notre entretien suivant avec Étienne, il admit avoir surpris la conversation entre sa tante et le notaire. Elle semblait confuse, murmura-t-il. Elle parlait de choses que je ne comprenais pas toujours. Puis elle est devenue silencieuse, et elle n'a jamais mentionné ce testament à nouveau. Poirot l'écoutait attentivement, sans le couper. « Étiez-vous certain, Étienne, de ce que vous avez entendu ?» Le jeune homme baissa les yeux, comme troublé. Je l'ai cru, oui, mais peut-être que tout cela n'était qu'un rêve ou une illusion. Je remarquai en lui une hésitation, un doute à peine voilé. Était-il honnête, ou tentait-il de masquer une vérité plus gênante? Plus tard, dans le calme de notre chambre d'hôtel, Poirot confia son scepticisme. « Hastings, la version d'Étienne ne tient pas entièrement. Il y a des silences, des pauses, des hésitations qui trahissent un secret caché. » Il tapota sa moustache, signe que son esprit s'agitait. Je soupçonne que le jeune homme cache quelque chose, peut-être par peur ou par loyauté mal placée. Je ne pus qu'acquiescer, sentant que cette énigme devenait plus complexe à chaque nouveau détail. L'absence de signature est un leurre, Hastings. Le véritable testament est ailleurs, ou peut-être n'existe-t-il pas. Cette idée me glaça. L'affaire, loin d'être simple, s'annonçait désormais plus tortueuse que jamais. Le bureau, meublé avec sobriété, semblait peser davantage sous le poids de l'attente. Poirot s'installa face à Étienne, dont le visage trahissait une nervosité palpable. Tandis que je restais en retrait, j'observais son langage corporel, mains crispées, regard fuyant, lèvres serrées. Il était évident qu'il n'était pas à son aise. Le détective prit la parole avec douceur, mais son regard perçant n'admettait aucune fuite. « Étienne, il est temps d'éclaircir certains mystères. Vous devez tout me dire, sans retenue. »
Étienne hocha lentement la tête, luttant contre un tremblement naissant. Je sus qu'il était au bord de révélations qui lui coûteraient cher. En cherchant quelques documents pour accompagner l'interrogatoire, je tombais sur un vieux cliché en noir et blanc, posé négligemment sur une étagère. Mon regard s'attarda sur ce jeune garçon, dont le visage portait une étonnante ressemblance avec Étienne, bien que le nom inscrit au dos fût différent. Je montrai la photo à Poirot, qui l'examina attentivement. Voilà un passé que l'on cherche souvent à oublier, Hastings. Cette image révèle une autre identité, une vie antérieure que notre ami semble vouloir cacher. Étienne détourna les yeux quand la photo lui fut tendue, signe évident d'une blessure encore ouverte. Sous la pression bienveillante de Poirot, Étienne finit par confesser. Il avait été adopté, oui, mais la vérité était plus sombre. J'ai vécu dans un orphelinat. Il y a eu un incendie, un professeur accusé à tort, un drame qui a tout changé. Sa voix se brisa, mais il continua, avouant que depuis ce jour, il avait porté un nouveau nom, une nouvelle vie. Pourtant, la peur et la honte le poursuivaient. Poirot, calme, l'écoutait avec une empathie rare chez lui. Vous avez construit une identité, Étienne, pour fuir ce passé. Mais sachez que les ombres ne se dissipent jamais totalement. Étienne détailla l'accident qui avait bouleversé son existence. Un incendie déclaré dans l'orphelinat, dont il avait miraculeusement réchappé, mais qui avait brisé sa vie et celle de ses compagnons. Un professeur, accusé à tort d'avoir provoqué le sinistre, avait payé pour un crime qu'il n'avait pas commis. Les adultes parlaient à voix basse, chuchotant des mots lourds de haine. J'étais un enfant, mais j'entendais tout. Il raconta sa fuite, l'adoption tardive, la difficulté de bâtir une nouvelle vie sur des cendres brûlantes. Poirot, tout en prenant note, esquissa un sourire pensif. Ce passé n'est pas seulement une histoire d'enfant, Hastings, c'est un poids, une blessure qui peut influencer bien des choix, y compris les plus sombres. À mesure que Étienne parlait, Poirot comprit que cette histoire n'était pas qu'un simple récit d'évasion. C'était la clé de bien des secrets. Un jeune garçon marqué par le silence, la douleur et la rancune, devenu aujourd'hui un héritier aux intentions inconnues. Je vis dans les yeux de Poirot cette lumière particulière, celle de l'homme qui devine les cicatrices invisibles d'un passé que nul ne veut révéler. « Hastings », murmura-t-il, « parfois la fuite n'est que le premier acte d'une tragédie plus profonde. » Je savais que cette révélation ne ferait que compliquer l'enquête, mais elle éclairait d'un jour nouveau la personnalité d'Étienne, et surtout, ses possibles mobiles. La décision de Poirot de rassembler tous les habitants de la maison dans le salon marqua un tournant décisif dans l'enquête. Ce soir-là, une étrange tension planait, tandis que chacun prenait place, scrutant tour à tour l'autre comme s'il redoutait de trahir un secret. Poirot, assis près du fauteuil de velours, invita calmement chacun à revivre avec lui les instants précédant le drame. Il demanda des récits précis, minutieux, obligeant chacun à remettre en ordre sa mémoire. Hastings, en silence, observa les réactions, doutes, hésitations, regards fuyants. Les heures sombres allèrent se rejouer sous la lumière tamisée du salon, et chaque détail promettait de révéler une nouvelle pièce du puzzle. Rapidement, des contradictions émergèrent. La gouvernante, avec assurance, corrigea un horaire que le majordome avait donné plus tôt, affirmant que certains bruits avaient résonné à des moments différents de ce qui avait été rapporté. Plus troublant encore, le fauteuil de velours ne semblait pas avoir conservé la même orientation. Des témoins affirmaient l'avoir vu tourner vers la fenêtre,
d'autres vers la cheminée. Ce flottement troubla l'assemblée. Poirot, imperturbable, questionna, desséqua ces incohérences, soulignant la nécessité d'enquêter sur cette anomalie. Hastings sentit l'atmosphère se densifier. Il y avait là quelque chose de dissimulé, une manipulation sournoise des lieux. Le mystère s'épaississait à mesure que ces petits détails, souvent négligés, devenaient des indices cruciaux. Avec la patience d'un artisan, Poirot démontra que la position du corps de la victime ne correspondait pas à celle d'une mort survenue naturellement. En examinant attentivement les empreintes sur le tapis et en s'appuyant sur les témoignages recueillis, il révéla que le fauteuil avait été déplacé après la mort. La défunte n'était pas morte là où elle avait été retrouvée, mais quelqu'un l'avait installée dans cette posture, figée dans une scène soigneusement construite. Cette révélation fit l'effet d'une bombe silencieuse dans la pièce. Les regards se croisèrent, chacun comprenant que le meurtrier avait voulu jouer avec les apparences, créant un tableau trompeur pour égarer la justice. Hastings, bouleversé par la précision de Poirot, réalisa combien la vérité pouvait être masquée par des gestes habiles. Poirot dévoila alors une vérité plus troublante encore. La surface de l'accoudoir, que la victime touchait chaque soir, avait été enduite d'un poison absorbable par la peau. Cette méthode d'empoisonnement, subtile et presque indétectable, expliquait l'absence de signes visibles de lutte ou de souffrance. Le détective expliqua comment le poison avait pu agir lentement, infligeant une mort douce mais inexorable. Ce détail technique, mêlé au déplacement du fauteuil, révélait la froide préméditation du crime. Hastings sentit un frisson lui parcourir l'échine, conscient que derrière cette apparente douceur se cachait une cruauté calculée. Le piège invisible avait scellé le destin de Madame de Marneville. Poirot souligna que la victime avait une habitude immuable, toucher toujours l'accoudoir avant de se lever. Ce geste quotidien, anodin pour tous, s'était mué en une sentence silencieuse. L'assassin avait exploité cette routine, transformant un réflexe familier en instrument de mort. Hastings réfléchit à la précision diabolique de cette méthode, mêlant intimité et trahison. Ce petit détail, qui aurait pu passer inaperçu, incarnait à lui seul la subtilité du crime. À mesure que Poirot avançait dans ses déductions, un des suspects pâlit visiblement. Hastings remarqua ce changement, ce frémissement dans l'attitude, signe que le voile commençait à se lever. Le regard du coupable se figea, trahi par une émotion qu'il tentait vainement de dissimuler. Le détective s'approchait inexorablement de la vérité. Poirot nous invita tous à prendre place dans le salon, face au fauteuil de velours, centre silencieux et immobile de tant de mystères. Chacun obéit avec une certaine appréhension, conscient que ce moment serait décisif. L'atmosphère se fit plus lourde, comme chargée d'attentes et de non-dits. Hastings nota que les regards évitaient le contact direct, tandis que Poirot, lui, semblait prêt à disséquer chaque geste, chaque silence, avec la précision d'un maître. L'heure était venue d'affronter la vérité, aussi inconfortable fût-elle. D'un geste mesuré, Poirot commença à démonter les suppositions qui avaient émaillé l'enquête. Camille, avec sa froideur apparente, semblait le coupable idéal, mais chaque indice qui pesait contre elle s'effritait sous l'analyse méthodique. Les hésitations d'Étienne, ses regards fuyants, étaient certes troublants, mais ne suffisaient pas à le condamner. Quant au testament, son absence de signature rendait caduque l'idée d'un mobile purement financier. Poirot insista sur la nécessité de dépasser les apparences, soulignant que la vérité était plus subtile, plus tordue, que les fausses évidences qui avaient distrait les enquêteurs.
Le détective évoqua alors les éléments apparemment disjoints, qui mis bout à bout dessinaient un motif inquiétant. L'odeur persistante de violettes et de camphre, le roman abandonné avec son passage surligné évoquant un poison subtil, le fauteuil dont l'accoudoir avait servi de vecteur meurtrier, et enfin les gestes quotidiens, cette routine mortelle de la victime. Tous ces détails, pris isolément, pouvaient sembler anodins, mais assemblés, ils formaient la signature d'un meurtre soigneusement prémédité. Hastings sentit que chaque pièce du puzzle s'emboîtait désormais avec une clarté croissante. Poirot prit un ton plus grave pour évoquer le passé d'Étienne. Ce silence, imposé par un traumatisme ancien, la disparition de sa véritable identité et la rancune qu'il portait peut-être en lui. Il déclara néanmoins que, malgré toutes ces ombres, Étienne n'était pas le meurtrier. Cette affirmation déconcerta l'assemblée, mais le calme et la conviction du détective forcèrent le respect. Hastings comprit que le passé d'Étienne, aussi lourd soit-il, constituait une piste, certes, mais non la conclusion. Lorsque Poirot mentionna une lettre jamais envoyée, le visage de Mireille se figea, trahissant une émotion qu'elle tenta vainement de dissimuler. Elle chercha à détourner les soupçons par des propos évasifs, mais Hastings nota l'inquiétude croissante dans ses yeux. Ce fut un moment clé. La façade d'assurance de Mireille commençait à se fissurer, révélant des failles et des secrets prêts à éclater. Le poids du non-dit pesait désormais sur elle de manière visible. Poirot révéla alors la vérité. Mireille, la sœur aînée affaiblie mais acerbe, était en réalité la mère biologique d'Étienne. Pour lui léguer enfin ce qu'elle n'avait jamais pu obtenir, elle avait assassiné sa propre sœur, Madame de Marneville. Cette révélation stupéfia l'assemblée, laissant place à un silence lourd de conséquences. Mireille, prise au piège des paroles de Poirot, ne pouvait plus nier l'évidence. Ce mobile mêlait amour maternel, rancune ancienne, et un désir désespéré de justice à sa manière. Hastings sentit l'émotion contenue du détective qui respectait la complexité de ce geste. Sous le poids de la vérité, Mireille s'effondra en larmes, murmurant que son geste n'était pas un meurtre, mais une réparation d'une injustice ancienne. Sa voix tremblait, et les murs de la maison semblaient retenir son souffle. Hastings observa, touché par la douleur sincère qui émanait de cette confession, bien loin de la froideur des calculs. Ce fut un moment d'intimité rare, où l'humanité du drame se révéla, fragile et déchirante. Après que Mireille eut déposé sa confession, un calme étrange s'abattit sur le salon. Le tumulte des accusations, des doutes et des non-dits laissa place à une atmosphère presque sacrée, comme si la vérité révélée avait suspendu le temps lui-même. Tous, y compris moi, restions figés, recueillis face à cette femme brisée qui portait sur ses épaules un poids plus lourd que la justice ne pouvait parfois en supporter. Poirot, immobile, contemplait le fauteuil de velours qui avait été le théâtre silencieux de tant de drames. Le silence n'était plus un vide, mais une présence lourde, pleine de gravité. À notre grande surprise, Poirot déclara qu'il ne ferait pas appel à la police immédiatement. Il expliqua que la vérité, aussi éclatante soit-elle, ne devait pas toujours se heurter à la froide mécanique des lois. Mireille, malade et rongée par le remords, n'était pas une criminelle ordinaire. Il évoqua la complexité morale du geste d'une mère, poussée par un amour dévorant et une quête de réparation. Hastings, troublé, comprit que parfois, la justice ne pouvait se contenter d'un simple verdict. Il y avait, dans cette indulgence inhabituelle,
une part d'humanité qui échappait au regard du commun. Mireille quitta la maison sans résistance, ses pas lourds résonnant faiblement dans les couloirs qu'elle avait jadis partagés avec sa sœur. Son regard était vide, comme vidé d'une part d'elle-même. La maladie l'emportait, lentement, implacablement. Ce départ n'était pas un exil, mais une forme d'expiation. Hastings ne put retenir une certaine tristesse en la voyant s'éloigner, consciente que sa peine n'en serait que plus lourde. C'était un adieu chargé de regrets, mais aussi d'une étrange forme de paix. Je ne pus m'empêcher d'interroger Poirot sur ce choix si particulier. Comment pouvait-il se permettre de laisser une meurtrière s'échapper, aussi condamnée fût-elle par la maladie? Sa réponse fut simple, mais pénétrante. La justice n'est pas toujours aveugle, Hastings. Elle est parfois nuancée, teintée d'humanité. Je le regardais, cherchant dans ses yeux ce qui justifiait cette indulgence, et je ne vis qu'une profonde réflexion sur la complexité des êtres. Ce moment m'ébranla, brisant les certitudes d'un monde où le droit et le cœur s'opposaient souvent. Pour conclure, Poirot retourna dans le salon, où le fauteuil de velours demeurait désert, empreint des silences d'un drame désormais clos. Il passa lentement sa main sur le tissu usé, méditant sur les secrets qu'il avait gardés, les fantômes qu'il avait côtoyés. Ce fauteuil, témoin muet, ne quitterait jamais vraiment cette maison, ni le souvenir de ceux qui avaient souffert en son sein. Hastings sentit une mélancolie discrète s'installer, tandis que Poirot murmurait presque pour lui-même « Il est des sièges qu'on ne quitte jamais, même mort. » La vérité, aussi lourde soit-elle, laisse toujours derrière elle des échos silencieux que seul le cœur peut entendre. Et vous, auriez-vous su déceler les ombres qui se cachent derrière les apparences? Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec d'autres passionnés et n'hésitez pas à commenter votre ressenti. Abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur des mystères. Dans le silence des secrets révélés, parfois, c'est l'oubli qui parle le plus fort.